Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 86 avec William Kriegel. Mon père m'a beaucoup appris. Il n'avait pas de caractère facile, mais il m'a beaucoup appris. Il m'a appris que faire grand, c'était pas plus difficile que faire petit. Et ça, c'est un truc idiot, mais quand vous démarrez quelque chose, quand vous entreprenez quelque chose, la prudence, c'est de faire petit ou moyen. Et lui, il me disait, fais grand tout de suite, de toute façon, tu seras aussi emmerdé avec grand qu'avec petit. Il me disait un autre truc, il disait, quand on est pauvre, on peut prendre tous les risques qu'on veut parce qu'on n'a rien à perdre. Il a été pauvre dans sa vie plusieurs fois. Quand vous n'avez rien à perdre, ben vous pouvez faire beaucoup. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de William Kriegel, un serial entrepreneur français qui a fait fortune dans le domaine de l'énergie aux États-Unis avant de prendre un virage à 180 degrés pour se consacrer à sa passion pour les chevaux. En véritable autodidacte, il a appris les ficelles de l'entrepreneuriat sur le terrain et a réussi à se construire un vrai petit empire en utilisant des méthodes parfois musclées. Et vous allez voir que son parcours n'a rien à voir avec la génération des entrepreneurs YouTube, un peu mythomane sur les bords et trop souvent déconnecté de la réalité. William Kriegel n'est pas dans la démonstration, mais bien dans la réalisation. Et son parcours nous montre que plusieurs chemins sont possibles pour arriver à son ultime objectif de vie. Du haut de ses 74 ans, il continue d'entreprendre des projets s'élevant à des millions de dollars, tout en prenant le temps de savourer les résultats de ses efforts dans son magnifique ranch situé dans le Montana. Certes, il ne fait pas partie de ces entrepreneurs mainstream qu'on met toujours en avant dans les médias traditionnels, mais croyez-moi, c'est souvent ceux qu'on voit le moins qui en font le plus. Cet épisode dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez bien attentifs et restez avec moi jusqu'au bout. Vous écoutez le Manal Show, le podcast inspirant qui vous aide à devenir une meilleure version de vous-même. Depuis le 10 septembre, j'ai lancé le 5 Minutes to Learn, un programme innovant qui vous permet d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour en seulement 5 minutes. J'aborde des thématiques très variées, telles que la productivité, la gestion du temps, les finances, la créativité ou encore la gestion du stress. Des leçons que je vous dépose délicatement tous les jours dans votre boîte mail. C'est un énorme challenge que je me suis lancé pour vous proposer une expérience d'apprentissage unique et je suis super satisfaite de voir que vous êtes déjà très nombreux à avoir rejoint ce programme. Alors si vous aussi, cette année, vous avez pour objectif d'essayer quelque chose de différent et ainsi essayer d'avoir des résultats différents, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien disponible dans la description de ce podcast ou d'aller faire un tour sur le site lemanalshow.com. N'oubliez pas que votre réussite dépend de votre niveau de connaissance. Ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pourquoi ils l'ont fait. Cette citation de Mark Twain résume assez bien l'histoire inspirante de cet entrepreneur français qui a réalisé son propre rêve américain. Malgré une enfance marquée par la maladie, il travaille sans relâche, faisant de sa différence une véritable ressource, une différence qui le pousse à réfléchir en dehors des cases et lui donne une grande ouverture d'esprit. Pendant près de 20 ans, il dirige une entreprise qui devient l'un des plus grands producteurs indépendants d'énergie aux États-Unis et en parallèle, il monte un projet passionnant dans l'univers équestre et crée une école innovante qui a définitivement révolutionné l'équitation en France. Visionnaire et entrepreneur dans l'âme, il a toujours été guidé par des valeurs fortes que sont la loyauté, le respect et le goût du travail bien fait, des valeurs qui ont incontestablement contribué à sa réussite. Car comme il le dit si bien, quand le travail et la connexion sont parfaits, la satisfaction est pleine et intense. Installé dans le Montana aux États-Unis, il est de passage à Paris, l'occasion idéale de le rencontrer en personne et lui poser toutes mes questions. William Kriegel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureux d'être là et je vous remercie de m'avoir invité. Je suis très heureuse aussi de vous rencontrer. Vraiment, vous avez un parcours remarquable. Donc, j'ai hâte justement d'en découvrir davantage. Mais commençons par le commencement. Je commence toujours mes interviews avec la même question. Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Alors ça, c'est une question très simple parce que j'ai jamais de problème à me lever, même si je suis en décalage horaire et fatigué. Et j'ai toujours un projet dans la tête
et une ligne d'horizon que je cherche à conquérir. Donc, quand on a un projet, une ligne d'horizon, ben on avance. Et les projets peuvent varier, les lignes d'horizon peuvent se déplacer un peu, mais les projets font avancer et c'est un vrai moteur. Donc l'idée, c'est d'avoir toujours un projet, un objectif en tête, et c'est ce qui donne la motivation de se lever le matin. Oui, parce que si on a un projet, on est obligé de regarder loin, parce qu'un projet, c'est pas court, c'est pas instantané, c'est loin. Quand on regarde loin, on ressent moins l'ennui du moment ou les difficultés du jour, et on se met en perspective. Donc impossible pour vous de vivre sans projet, vous êtes toujours occupé à faire quelque chose. Ouais. Ouais. J'ai l'impression. Hein. Oui, oui. Si vous demandez à ma femme et mes enfants, ils vous diront oui. Et comment vous les choisissez, ces projets ? Alors, est-ce qu'on choisit ces projets ? Des fois oui, des fois non. Mais je pense qu'il y a des grands axes. J'ai une passion pour le cheval, son univers et l'éducation. J'ai une passion pour le monde de l'énergie. J'ai une passion pour l'élevage. Donc les passions drivent les projets. Mm-hmm. Mais à quel moment c'est le projet qui amène la passion ou la passion qui amène le projet ? Je ne suis pas très sûr de savoir ça. Et j'ai l'impression même que parfois ce sont les projets qui vous choisissent, qui viennent à vous. Alors, ça c'est très intéressant. Et c'est une question qui m'a pas mal turlupiné, si j'ose dire. C'est qu'en fait, est-ce qu'on écrit son destin ou est-ce que son destin s'écrit à travers ses actions ? Est-ce qu'une partie de mon... Quand j'ai fait ce livre, une partie de ma réponse a été là, c'est qu'en fait les éléments s'orchestrent. Il y a un espèce d'emboîtement. Ils s'emboîtent comme des créneaux. Et quand on lit ça, on a le sentiment, ben oui, c'est assez évident. Quand on le vit au quotidien, on ne ressent pas la même évidence nécessairement. D'où l'importance de regarder un peu loin, de laisser les choses venir à soi et de pousser. Donc c'est un peu, il y a une espèce d'équilibre là-dedans. Mais vraiment, apprendre à voir loin et laisser faire les choses, c'est un vrai apprentissage. Hein. Ça prend du temps à lâcher prise et justement à accepter ce principe de vie, je trouve. Oui, mais alors, j'ai découvert ça très jeune par les accidents de ma vie et je ne l'ai pas appris, ça s'est fait. Ça s'est fait, c'est venu en moi, puis à un moment donné, c'est devenu une espèce d'évidence. Mais quand j'étais enfant et malade, ma vie quotidienne ne me séduisait pas beaucoup. Et la regarder était vraiment déprimant, quoi. Oui, justement. Alors, on va faire un petit flashback dans votre enfance, puisque enfant, vous avez rencontré quelques difficultés dues à des problèmes médicaux qui vous ont contraint à quitter l'école, puisque vous avez été déscolarisé à l'âge de 11 ans. Quels souvenirs vous gardez de cette période de votre vie ? Alors, j'en garde 3 souvenirs. D'abord, la douleur, c'est pas agréable. Et ensuite, pour un jeune enfant comme moi, la douleur vous tape le caractère. Ça vous amène à vous poser des questions qui sont des questions un peu existentielles. Pourquoi moi, pourquoi pas mon voisin, etc. etc. Et après, à un moment donné ou à un autre, vous devez décider d'être victime ou pas être victime. Ouais. Est-ce qu'on est victime des misères de sa vie, de sa maladie et de je sais pas quoi ? Oui, parce qu'on ne la choisit pas. Ça vous tombe dessus, on ne sait pas d'où ça vient et c'est comme ça. Donc on est une forme de victime, mais la victimisation, je trouve ça assez intolérable. Et parce que ça se déresponsabilise et ça vous enlève une part de vous-même. Donc il y a un moment donné, il faut que le virage se fasse et que vous découvriez que vous avez peut-être un truc dont vous êtes victime, mais que votre destin vous appartient et que vous devez le gérer. En tout cas, vous êtes face à une grande leçon de vie, je trouve, dès le plus jeune âge, en fait. Hein. Donc, c'est quelque chose qui va vous suivre aussi et vous aider à vous construire en tant qu'adulte. Est-ce qu'on peut faire juste un petit focus, parce que je disais justement que vous aviez des problèmes médicaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, qu'est-ce que vous aviez exactement ? J'ai eu une maladie de Crohn qui était assez énergique et qui n'a pas été diagnostiquée pendant 3 ans. Oui, ça a pris du temps. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas ce que c'était, qu'il a fallu 3 ans pour qu'un professeur de l'hôpital Saint-Louis soit capable de diagnostiquer et ensuite de soigner. Donc, je suis passé par toutes les étapes de mauvais soins, non adaptés, les rayons X, enfin, la cortisone, tout ce qu'on veut, tout ça à force d'autres, sans succès. Donc, vous traînez votre misère, vous ne voyez pas d'issue. Vous n'êtes pas diagnostiqué, donc votre environnement ne comprend pas ce qui se passe. Donc c'est pas des périodes faciles, si vous voulez. Donc il faut vraiment créer des zones d'horizon autres pour pas s'enfermer là-dedans et pas tomber dans la dépression.
Oui, j'avais une vraie colère profonde parce que j'estimais que c'était injuste, que ça n'aurait pas dû m'arriver, qu'il n'y avait pas de raison et que j'étais devenu un handicapé, entre guillemets, qui n'est pas le vrai terme parce que j'étais physiquement à peu près normal, mais je n'étais pas capable de fonctionner normalement. Mais ça peut se comprendre justement du coup, quand d'autres enfants de cet âge-là avaient des préoccupations, je dirais, plutôt légères. Vous, quelles étaient vos préoccupations à ce moment-là ? Alors, dans cette période de ma vie, mes préoccupations, c'était d'exister. D'exister. Oui, parce que j'avais pas de copains. J'allais pas à l'école, donc j'étais désocialisé, ce qui est une grosse erreur entre guillemets, mais c'est pas, j'en veux à personne. Et j'étais dans une situation physique difficile, douloureuse. Donc je me suis mis à exister de plusieurs manières. Un, en lisant. J'ai découvert la lecture. Je ne sais pas écrire, mais je sais lire. Et je me suis mis à lire des livres d'aventuriers, des livres d'explorateurs, des livres de gens qui faisaient des choses extraordinaires, oui. Qui me semblaient des rêves et inaccessibles. Ça vous inspirait beaucoup, ça ? Ça faisait rêver. Donc ça créait de l'horizon. Et j'ai découvert le cheval par pur accident. Parce qu'un jour, je ne sais pas comment c'est venu, j'ai dit que je voulais faire du cheval. Bon, ma maman m'a dit très gentiment, mais enfin, avec ton ventre, tu peux pas. Ils ont décidé de m'emmener voir le docteur qui a dit, pourquoi pas, il faut bien qu'il passe quelque chose. Et j'ai découvert le cheval. En découvrant le cheval, j'ai d'abord rencontré Marignan, qui était mon maître de manège, un ancien du Cadre Noir, un type solide. Un sacré personnage, hein. Oui, un personnage fort, mais un officier du Cadre Noir, donc avec tout ce que ça, tout ce que ça côté raide du militaire et toute la générosité d'un homme riche, qui m'a beaucoup influencé, parce qu'il m'a appris des choses de base. On tombe, on remonte, on réfléchit, on n'abandonne jamais, enfin des choses très très simples. Et le cheval, c'était quoi ? C'est 500 kilos de muscles, 500 kilos de puissance, et dessus, moi, gamin malade et frêle, j'étais capable de le tenir. Donc c'était un rapport qui m'a donné beaucoup de confiance, oui, parce que j'avais cette capacité de dominer, et j'aime pas le terme dominer dans le monde équestre, mais dans le cas présent, en tant qu'enfant, c'est comme ça que je le ressentais, un animal puissant, capable de faire des choses impressionnantes, mais en même temps de vous mettre par terre quand ça ne lui plaît pas. Est-ce que finalement on guérit de cette maladie, ou est-ce que c'est quelque chose que vous portez encore aujourd'hui ? Alors, on ne guérit pas totalement, on a une rémission jusqu'au point où c'est stabilisé, ça fonctionne bien, et après ça fait partie de vous. D'accord. Alors vous avez écrit un livre très intéressant qui retrace les périodes importantes de votre vie. Donc le titre du livre, c'est « À mon allure », que j'ai ici à côté, paru aux éditions Actes Sud. Et à un moment donné, vous parlez justement d'éducation, de l'école, etc. Et j'ai beaucoup aimé notamment votre définition du verbe « enseigner ». Vous dites qu'enseigner, c'est libérer, c'est donner les moyens de l'autonomie. Mais le problème, c'est que le système éducatif tel qu'on le connaît aujourd'hui fait totalement l'inverse, puisque l'école nous formate pour devenir de bons petits employés, dépendants d'un CDI pour payer ses factures et pour pouvoir faire un crédit sur 35 ans et acheter une maison. Donc là, je trouve qu'on est quand même assez loin de la liberté et de l'autonomie. Est-ce qu'avec le recul, on ne peut pas dire que finalement, le fait de quitter le système scolaire, c'est peut-être la meilleure chose qui vous soit arrivée ? Alors, je vais vous dire, ça a un prix très élevé, et c'est pas ce que j'ai voulu faire pour mes enfants. Le système scolaire est par nature imparfait, parce que c'est un système, il n'y a pas de système parfait, qu'il est fait pour couvrir des millions de gens et non pas 3 individualités, et qu'il est basé, surtout en France, sur une volonté d'emmagasiner de la connaissance. Donc quand votre esprit ne fonctionne pas tout à fait dans ce sens-là, c'est difficile. Oui. A contrario, si vous n'avez pas une capacité d'emmagasiner de l'information, de l'analyser et de la ressortir, vous êtes limité dans votre capacité de vie. D'accord ? Et ça, c'est ce qui vous a manqué ? Non, je l'ai acquis, mais ça m'a coûté cher. À quel prix ? En temps passé. Vous avez, vous, développé d'autres compétences par vous-même. Et finalement, c'est peut-être même la meilleure école, l'école de la vie, l'école de l'entrepreneuriat et de toutes les épreuves que vous avez vécues. C'est ce qui vous a permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Et honnêtement, est-ce que vous pensez que vous auriez eu le même parcours que celui que vous avez eu si vous étiez resté à l'école ? Non. Pour moi, c'est clair. Mais je ne dirais pas qu'il aurait été mieux ou moins bien. Oui. Je veux dire, juste différent. Il aurait été différent, et le mieux moins bien est une valeur qui n'a pas d'intérêt pour moi. Ce qui est important, c'est est-ce qu'on peut assumer ce qu'on est et comment on l'assume. Et quelles études vous auriez aimé faire ? Ah, ça, c'est une bonne question. Je n'y ai jamais vraiment pensé. Mais j'ai souvent pensé, dans la période de ma vie où je travaillais avec beaucoup
des polytechniciens, des énarques, plein de gens brillamment, des MIT et tous ces gens-là, Harvard, que si j'avais fait des études comme eux, une grande école, etc., ma vie aurait été beaucoup plus facile. Parce que j'aurais pas eu besoin d'aller chercher cette information permanente et d'apprendre en permanence. Donc comme ça, bêtement, j'aurais fait Harvard, par exemple. Pas mal. Une école, oui, enfin, je ne vais pas vous donner un truc de modeste. Bah, vous avez raison. Bah oui. Ou j'aurais fait une grande école de commerce française ou un truc comme ça. Et vos enfants, est-ce que vous les avez poussés à faire de grandes études? Je les ai poussés à faire beaucoup d'études, oui. J'ai fait le mieux que je pouvais, mais je ne suis pas très bon. D'abord, je ne suis pas un bon modèle. Quand vous avez un teenager qui vous dit « Écoute papa, t'es gentil, mais regarde ce que t'as fait. » Et t'as pas eu besoin d'aller à l'école? Voilà. J'avoue, c'est un peu, ouais. Je dis oui, et j'ai toujours répondu « C'est vrai. » Donc la question n'est pas de savoir si on peut faire sans, mais est-ce qu'on ne fait pas mieux avec ou est-ce que c'est pas plus facile? Ouais. Et pour ces enfants, on a envie de leur donner des outils pour que ça soit plus facile. Oui, en tant que parent, c'est normal. Est-ce qu'ils ont fait Harvard alors? Aucun n'a fait Harvard, oh. Mais j'ai une de mes filles qui a un doctorat de Boston University. D'accord. Mais ils ont tous fait ce qu'ils avaient besoin de faire pour avoir des vies de bonne qualité. Vous avez fait vos armes dans le monde des affaires en rejoignant l'agence immobilière de votre père, où vous avez travaillé en tant que négociateur immobilier. Et votre père a joué un rôle très important dans la construction du businessman que vous êtes devenu. C'était un peu votre mentor. Que vous a-t-il appris? Mon père m'a beaucoup appris. Il n'avait pas de caractère facile, mais il m'a beaucoup appris. Il m'a appris plein de trucs. Par exemple, il m'a appris que faire grand, c'était pas plus difficile que faire petit. Et ça, c'est un truc idiot, mais quand vous démarrez quelque chose, quand vous entreprenez quelque chose, la prudence, c'est de faire petit ou moyen. Et lui me disait, fais grand tout de suite, de toute façon, tu seras aussi emmerdé avec grand qu'avec petit. Tu feras le même effort. Donc, fais grand, et puis, fais pas idiot, mais fais grand. C'était des choses il m'a appris beaucoup de choses comme ça, mon père. Ça, c'est super important, c'est très intéressant. Oui, parce de que se dire, ok, commence à faire grand directement. Vous raisonnez avec un horizon différent. Ouais, c'est ça. Mon père était autodidacte, donc il a appris par lui-même, et a une vie un peu compliquée, difficile, à cause de la guerre, plein de choses. Et donc il a une très belle vie, très riche, et j'ai eu la chance d'être très proche. Et c'est un peu frité, comme on dit, mais on était très proches et il m'a beaucoup, beaucoup donné. Mais je trouve que c'est un conseil hyper important, en fait, à donner en tant que parent à ses enfants, c'est n'aie pas peur de faire grand, vas-y. Oui. Parce que souvent, on se limite soi-même parce qu'on a été conditionné par l'école, la société ou même la famille qui a peur qu'on prenne des risques, qu'on échoue, qu'on se fasse mal, etc. Vous, c'était totalement l'inverse, c'est fais grand. Il me disait un autre truc, mais qu'il faut bien prendre avec prudence, parce qu'il ne faut pas l'interpréter mal. Il disait quand on est pauvre, on peut prendre tous les risques qu'on veut parce qu'on n'a rien à perdre. Oui. Il a été pauvre dans sa vie plusieurs fois, mais vraiment pauvre. Et il me disait, à chaque fois que j'étais pauvre, je prenais des risques parce qu'il n'y a plus rien à perdre à ce stade-là. Quand vous n'avez rien à perdre, vous pouvez faire beaucoup. Oui, c'est comme ça que je le comprends, en tout cas, moi. Et pour un entrepreneur, au début, il n'a rien à perdre. Ouais. Il n'a à perdre qu'après. Donc l'entrepreneur, dans sa première génération, avant qu'il ne réussisse ses premiers deals, opérations, start-up, tout ce que vous voulez, il est dans une situation où il n'a rien. Il est obligé d'aller chercher tout. Et donc, la seule chose qu'il a à perdre, c'est sa réputation vis-à-vis des gens qui le soutiennent. Donc c'est beaucoup. Hein. Ça, c'est énorme, et on ne perd jamais ça. Mais sinon, en tant que tel pour lui-même, il n'a pas à perdre. Donc il a droit à une marge de manœuvre, d'aventure beaucoup plus large. Alors il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans votre livre et je voulais absolument vous en parler, puisqu'à l'âge de 18 ans, vous prenez une décision importante, vous vous promettez de réussir avant vos 40 ans. Alors déjà, qu'est-ce que ça signifiait pour vous de réussir à ce moment-là? C'est une bonne question. C'est un acte réfléchi. Je me suis dit, bon, j'ai 18 ans, maintenant il faut que je construise une vie. Qu'est-ce qu'il faut que je me donne comme ligne d'horizon? Et là, j'ai déplacé ma ligne d'horizon au lieu de la mettre à quelques années, ce que je faisais avant, parce que on fait comme ça quand on est jeune. Ma ligne d'horizon, j'ai dit, il faut la mettre à 40 ans. Un peu plus loin. Plus loin, 40 ans. Quand on a 18 ans, c'est vieux. Et j'ai dit, voilà, 40 ans, ça me fait presque 20 ans, j'ai le temps de bâtir, de construire, de réussir. J'ai dit, je dois réussir. Voilà. Donc réussir pour vous, ça voulait dire ça? C'est fonder une famille, gagner de l'argent? Alors, la réussite a été de trois natures. J'avais l'envie de la famille, bien entendu, parce que ça a
ça fait partie de mon ADN, de mon éducation. Mais donc c'est la vie sentimentale, je vais dire, affective. Mais l'autre, c'était la vie d'entreprise. Mais le terme entreprise n'était pas un bon terme à ce moment-là, c'était plutôt la vie économique. Oui. Parce que j'étais assez malin pour savoir que je ne serais pas un politique. Je n'étais pas fait pour ça. Que je ne serais pas un scientifique, tout ce qu'on veut. Donc la vie qui me paraissait accessible, et là c'est le côté pragmatique de ma pensée, c'était la vie économique. Oui. Je vais appeler ça le monde des affaires, mais c'est une vision très très simplifiée. Hein. Donc la vie économique, donc j'ai dit, bon, c'est dans la vie économique que j'ai ma chance, que je vais pouvoir vivre et réussir, etc. J'ai dit donc, à 40 ans, je dois réussir, qu'est-ce que ça veut dire ? Et je me suis dit, ça veut dire que j'ai ou bâti une entreprise ou fait quelque chose de significatif, qui a une conséquence économique positive, mais j'aurais bâti quelque chose. Permettez-moi quand même d'insister sur cette notion de décider. Décider de réussir, c'est vraiment très puissant, je trouve. Quand vous dites que vous avez décidé de réussir, concrètement, ça veut dire quoi ? Est-ce que vous l'avez écrit ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez matérialisé d'une manière ou d'une autre ? Vous avez mis en place un plan d'action ? Non, j'ai réfléchi. Parce que c'est une question existentielle, en fait. C'est d'abord une question existentielle. Et donc, je me suis dit, il me faut un driver, il faut que je regarde un horizon, et mon horizon, c'est 40 ans. Donc déjà, se donner comme ça une limite dans le temps, une deadline, ça nous pousse vraiment à aller de l'avant, à atteindre des objectifs. Ce qui est important dans la deadline, c'est deux choses. La première, c'est que c'est le créneau d'horizon. Donc vous avancez avec une envie, une perspective, une ambition, si vous voulez. Ça formalise une ambition, même si vous ne savez pas l'exprimer ou l'interpréter dans votre quotidien. Cette ambition, c'est pas forcément utile de l'écrire, vraiment de la formaliser. Je ne l'ai pas écrit à l'époque du tout. Je l'ai maturé dans ma tête, et je l'ai travaillé, je l'ai réfléchi. Et je me suis dit quels sont les outils que je pouvais utiliser pour avancer dans cette ambition qui était un peu floue, si vous voulez. Okay. Bon. Ensuite, j'ai avancé, les choses ont été plutôt pas trop mal. Il y a des choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Et à partir de 37-38 ans, j'ai commencé à m'angoisser en me disant, bon, j'arrive à mes 40 ans, c'est quoi la prochaine étape ? Où je mets la prochaine cursus. Ouais. Et alors, vous en étiez où à 37-38 ans ? Est-ce que vous arriviez quand même à cet objectif ou pas encore ? À moitié. À moitié ? Ah ouais, d'accord. Donc ça moitié, met un peu le stress. J'étais en Amérique. J'avais fait des choses pas trop mal en France. J'étais en Amérique. C'était les débuts. Donc c'était encore assez hasardeux et incertain. Mais je voyais bien qu'il y avait un vrai espoir. Donc il faut continuer, même s'il nous reste 2 ans. L'idée, c'est qu'il ne faut pas se limiter à un chiffre. Non, et puis on est pragmatique. 40 ans, c'est quarantaine. Ouais. C'est pas un jour d'anniversaire, paf. Ouais. Et puis ensuite, c'est une trajectoire. Donc tout ça est assez flexible. C'est comme, il n'y a pas de ligne droite dans la vie, il n'y a que des lignes un peu courbes. Ouais. Mais ce qui est important, c'est le point d'arrivée, si vous voulez. Oui, c'est clair, c'est clair. Alors en 1984, en plein divorce et avec 3 enfants, vous décidez de partir aux États-Unis, direction la Californie, pour démarrer une nouvelle aventure et lancer un business dans le domaine de l'énergie. Là-bas, vous rencontrez des personnes importantes qui vous ouvrent certaines portes et vous facilitent l'accès à différentes sphères. Et d'ailleurs, j'ai été étonnée d'apprendre que vous avez rencontré notamment le gouverneur de Californie. Alors non, c'est Pat Brown. J'ai rencontré Pat Brown. Ah, oui, mais j'ai une question justement. Comment vous rencontrez ce genre de personnage alors que vous venez de débarquer ? Alors, à travers un copain qui connaissait sa secrétaire, un truc comme ça, un truc idiot. Pat était à la retraite, il a été 2 fois gouverneur de Californie et il a été le fondateur des systèmes d'irrigation. Ok. Bon, et c'était un monsieur d'un âge un peu avancé quand tu rencontrais. Et à travers un avocat, je le rencontre, on déjeune ensemble, et je lui explique mon histoire. Il me dit, c'est une très bonne idée, vous avez raison, c'est très très bien, bon courage. Bon. Et puis, j'avais quelqu'un qui traduisait. Je le revois, 3 mois après, j'étais coincé, j'avançais pas, j'étais dans la misère, et je le revois, et il me dit, alors vous progressez ? Il dit, non, je ne ressors pas. Et il me dit, vous n'avez qu'à rentrer en France. Vous n'y arrivez pas à rentrer en France. Et là, il m'a vexé. Ouais, parce que c'est pas cool quand même de dire ça. C'était pas malhonnête. Je parlais pas bien anglais, j'articulais rien, je n'avançais pas. J'avais vraiment beaucoup d'éléments qui fait qu'un type normal n'a pas envie d'être très optimiste. Mais on va dire qu'il vous a quand même un peu challengé en vous disant ça. Non, il m'a dit ce qu'il pensait au moment précis. Vous pensez ? Oui. Ah, ok. Et ça m'a vraiment vexé profondément. Ouais, et je lui ai dit, je l'ai envoyé au mur en disant, écoutez, j'ai droit à mon rêve américain,
vous avez le droit de ne pas avoir confiance en moi, ou de ne pas me croire, mais vous n'avez pas le droit de me rejeter. Alors là, il est un peu estomaqué. Il s'arrête, il laisse un grand blanc. Il me dit, bon, très bien, je vais vous aider. Alors, vous allez embaucher mon ancienne secrétaire, qui est belge, qui parle français, qui a des bonnes manières, ça va vous éduquer un peu. Bon. Ça, c'est l'humour américain, c'est ça? Oui, mais c'était pragmatique, elle m'a beaucoup aidé. Donc, elle est revenue travailler avec moi à mi-temps pendant quelques années, pendant 2 ans. Il dit ensuite, vous allez rencontrer un lobbyiste avec qui j'ai fait plein de campagnes électorales, qui s'appelle Chuck Winner, qui va vous aider. Je dis, bon, très bien. Là, j'ai pas bien compris comment le lobbyiste allait m'aider, mais j'ai pas discuté. En tout cas, il vous a mis en relation avec des personnes qui vous ont aidé, et le réseau, j'ai quand même l'impression que c'est un élément important en fait dans votre parcours C'était un élément totalement fondateur. Comment vous avez construit le vôtre? J'ai pas construit le réseau, il s'est construit tout seul. J'ai toujours suivi les opportunités. Une opportunité, c'est un truc physique, ou des contrats, ou des projets, et des hommes. Et donc, les réseaux sont constitués comme ça. J'ai trouvé ma première opportunité en Californie, donc avec un petit projet. Bon, j'ai réussi à le prendre. Je l'ai perdu, ça s'est pas fait. Après, j'en ai trouvé un deuxième que j'ai vraiment fait en Idaho. Donc les choses se sont faites un peu au déroulé, au fil de l'eau, si vous voulez, mais j'ai toujours parti en cherchant d'abord le projet et ensuite en raccrochant autour. La première société que j'ai achetée, c'était une société qui s'appelait Matex. Ils étaient à Boston, c'était 3 jeunes, un Harvard, 2 MIT, qui avaient fait une société de développement type un peu sortie d'école, si vous voulez, dans leur garage. Quand j'ai négocié avec eux longtemps pour arriver à les acheter, donc j'ai fini par les acheter. Quand j'ai acheté, j'ai gardé 2 des garçons. Et ça a fait une partie de l'équipe fondatrice. J'ai additionné comme ça au fur et à mesure, si vous voulez. Ouais, je comprends. Quand vous rencontrez un projet, il y a toujours des hommes derrière. Il faut les comprendre, il faut savoir leurs capacités, il faut apprécier leur rôle et leur talent, et les mettre en situation où continuer à faire et être attractif pour eux. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit intéressant, il faut que leur rôle soit bien défini, mais qu'il soit vraiment enrichissant, et qu'ils puissent gagner de l'argent potentiellement. Parce que ça fait partie du public, si vous voulez. On ne peut pas mettre l'un sans l'autre. Et donc c'est comme ça que j'ai bâti mes réseaux. Est-ce que vous l'entretenez, ce réseau? Oui et non. Oui et non. D'abord, un réseau vieillit, les gens font à d'autres vies, c'est mouvant, etc. Mais oui. De quelle manière? Je reste en contact avec beaucoup d'anciens, puis j'ai des nouveaux projets. Alors, en fonction des projets, on développe les réseaux, on les étendit, on les étend, on les réduit. Ce que je ne suis pas, c'est dans la mouvance moderne des LinkedIn et toutes ces choses-là, où j'ai un réseau avec 10 000 personnes qui suivent et tout ce que vous voulez. Là, je suis pas très bon. Pourquoi ça vous plaît pas, ça? C'est pas ma génération. Je sais pas que c'est pas bien. Je trouve ça vachement intelligent. C'est pas ma génération. C'est pas mon truc. Ouais, je comprends. Puis j'aime rencontrer les hommes, moi. Je veux dire, quand on parle à quelqu'un, on le regarde dans les yeux, on est en face et on voit des choses différentes. Et en tout cas, c'est comme ça que vous avez dirigé Site, qui est l'un des plus gros producteurs d'énergie aux États-Unis. Faire du business en France, c'est pas la même chose que faire du business aux États-Unis. Quelles sont les grandes différences auxquelles vous avez été confrontés? Alors, je pense qu'aux États-Unis, les Américains sont amoureux en affaires. Ça veut dire que ils sont sympas, les Américains, très très sympas, mais ils sont assez froids en affaires sur le plan de leur approche. Et ils sont amoureux. Si vous coincez et si vous perdez, c'est que vous n'êtes pas bon. En France, on est immoral. Ça veut dire que si vous êtes coincé, que vous avez perdu, c'est que l'autre il n'a pas été honnête avec vous. C'est une espèce de différence assez dramatique. L'autre grande différence qui m'avait beaucoup frappé au départ, puis qu'on apprend à vivre avec, c'est que le droit américain n'est pas écrit comme le droit français avec l'école Napoléon, et qu'il faut écrire son droit, entre guillemets, dans les contrats. Donc un contrat français, ça fait 4 pages, enfin plus maintenant, parce que ça a beaucoup évolué, mais un contrat français fait 4-5 pages, un contrat américain fait 100 pages, 150 pages. Donc vous êtes en train de séduire quelqu'un pour lui acheter son truc, ou s'associer, ou faire un investissement. En même temps, vous dites, bon, alors quand on va se fâcher, comment on va faire? C'est que vous signez votre certificat de mariage en même temps que votre certificat de divorce. Donc vous êtes en face de gens qui sont dans un moment de rêve ou d'envie, et puis en même temps vous déroulez tous les cas possibles de quand ça va mal.
Donc c'est un exercice humain et intellectuel beaucoup moins simple. Ce qui m'avait beaucoup frappé aussi, surtout au début, c'est la puissance et l'impact des avocats américains, qui sont un point névralgique de toute transaction, toute négociation ou de tout fonctionnement. Ah oui ? Oui, parce qu'ils écrivent les contrats. Et donc ils sont actifs dans la négociation. Alors, est-ce que vous pensez que vous auriez eu la même carrière que si vous étiez resté en France ? Non. Non, parce que je pense que mon champ d'opportunité aux États-Unis était beaucoup plus grand que je ne l'aurais fait en France. Oui. Mais il y a des gens qui ont fait en France des carrières beaucoup plus grandes que moi. Donc c'est pas un jugement sur le système français en tant que tel. C'est simplement que dans mes circonstances de la vie et dans le territoire sur lequel j'ai sévi, si vous voulez, l'Amérique était pour moi une opportunité extraordinaire. Mais en 2000, vous décidez de vendre votre entreprise. Pourquoi ? J'ai commencé l'entreprise en 84, on n'avait rien. Et en 2000, on a 57 usines dont les propriétaires exploitants, oui. Qui représentent à peu près 13 ou 14 000 mégawatts. 1000 mégawatts, c'est une usine nucléaire. Donc ça vous donne une vraie dimension. On était troisième producteur indépendant aux États-Unis. Donc on avait vraiment une grande place dans le métier avec des belles performances. Mon associé majoritaire était Vivendi et le deuxième associé était un japonais, Marubeni. Vivendi a décidé de vendre. A décidé de sortir. Donc là, je me suis fait coincer par mon actionnaire qui m'a dit on vend. Ensuite, Vivendi l'a annoncé, enfin c'est Messier qui l'a annoncé à la presse économique avant de me le dire. Ah oui. Je ne suis pas très élégant. Et créé beaucoup de convulsions. Donc je me suis fait coincer. Là, ça m'a mis très en colère et frustré beaucoup. Et j'ai beaucoup hésité à savoir si je devais essayer de faire un LBO et reprendre tout ça tout seul, enfin avec des banques, ou si je devais lui faire un procès et puis l'envoyer au mur, ou si je devais, quoi je devais faire. Et après avoir analysé un peu tout ça et réfléchi, la notion du LBO n'était pas une notion raisonnable parce que le montant de dette était très 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 élevé dans ce cadre-là. Et ça veut dire que je changeais d'employeur, entre guillemets, ou de partenaire pour être employé par les banques, qui sont probablement pas beaucoup mieux que n'a été Messier. Donc je me suis dit, je ne gagne pas au change. Donc vous vendez l'entreprise. Ouais. Qu'est-ce qui se passe le jour d'après ? Qu'est-ce que vous avez fait le lendemain de la vente ? Alors en fait, j'ai géré la vente. Donc ça a pris un petit peu de temps, mais j'ai géré toute cette vente qui était compliquée. Et en même temps que je gérais la vente, j'ai mis en place mon rêve de ranch américain. Parce que ça fait partie du rêve américain, et j'aime les animaux, j'aime les chevaux, j'aime les vaches, donc voilà. Enfin, je n'aimais pas les vaches à l'époque, mais j'aime le terrain, j'aime le territoire. Et donc, j'ai commencé à négocier l'achat d'un ranch dans le Montana, un grand ranch, 30 000 hectares. Ah, rien que ça. Ouais. Oui, enfin, c'est pas mal. Non, c'est pas mal, mais c'est des grands territoires qui m'a passionné, et je l'ai fait en parallèle de la vente de site. Ouais. Et on a signé la vente de site, et j'ai touché le chèque le matin à 10h, et j'ai signé l'achat du ranch à 11h le même matin. Donc vous perdez pas de temps. Il n'y a pas de temps mort en fait. Non, on passe d'un projet à un autre. Alors le projet est tombé avant la vente, parce que c'est un ranch, ça met 6 mois à négocier. Oui, c'est clair. D'accord. Donc j'ai anticipé. Vous avez anticipé en fait la fin, voilà. C'est ça. Et après, je me suis fait une vraie obsession d'arriver à signer les deux en même temps. Ah, d'accord. Donc parce que je trouvais ça esthétique. Oui. D'ailleurs, vous le racontez très bien dans le livre. C'est un très beau geste esthétique. Vous signez la vente de site, rentre dans un autre, et vous signez l'achat du ranch en même temps. À une demi-heure près. Incroyable. et donc j'avais les vendeurs étaient japonais au Montana, ce qui est assez accessoire. Mais donc j'avais les japonais au Montana. J'étais là-bas. J'avais mes équipes à New York qui faisaient le closing de la vente de site, et j'attendais le feu vert de mon général consul qui me dit, Yang, qui me dit, voilà, William, c'est fait. Et donc j'ai traîné pendant 2-3 heures avec des broutilles idiotes, parce que je voulais avoir cet instant de magie, si vous voulez. C'est vous rentrez ou sortez en même temps. Et je trouvais que c'était symboliquement extrêmement puissant. Je trouvais que c'était un geste de vie. Ouais. Et que c'était une manière de ne pas mourir, parce que sortir de ça a été douloureux pour moi, émotionnellement. Et donc, voilà. Et donc, j'ai signé ça, on a fait les deux en même temps, et je me suis retrouvé rancher.
Ouais, c'est vrai, d'ailleurs, vous expliquez très bien dans votre livre que vous aviez le dossier La Cense. Ouais. Donc la Cense, c'est l'endroit où vous avez justement créé l'école, hein, en France, mais aussi dans le Montana. Que vous aviez ce dossier avec vous pendant des années, en fait, hein, que vous trimballiez avec vous en avion, dans les chambres d'hôtel, etc. Et que vous travailliez déjà dessus en essayant de peaufiner, de développer un peu plus les idées. C'est quand même incroyable de se dire que finalement, ça a pris autant d'années à se mettre en place, mais vous l'avez fait dans le bon timing, au moment où vous vendez le site. Oui, alors au moment où je vends le site, j'achète le ranch. Mais j'avais déjà monté la Cense en France et j'avais déjà mis en place la méthode d'enseignement. En fait, ce sur quoi on a beaucoup travaillé, c'est comment transmettre ce savoir sans avoir de maître. Donc on a cherché à mettre en pédagogie et en méthode toute cette connaissance, si vous voulez, et on a développé ce qu'on appelle la méthode de la Cense, qui est une méthode progressive, step by step, pour apprendre, avec des vidéos, des bouquins, tout ce qu'on veut. Et en ayant fait ça, on s'est donné un outil de transmission de connaissances qui n'a pas de limite, parce qu'on peut transmettre au plus grand nombre. En quelques mots, en fait, la méthode de la Cense, c'est quoi ? C'est qu'on éduque aussi bien le cheval que le cavalier. En fait, alors, chacun apprend l'un de l'autre. Oui, ça c'est vrai. Mais et on éduque d'abord le cavalier, c'est ça ? Oui, parce que l'idiot, c'est le cavalier. Mais oui, parce que le cavalier est intelligent. Donc il agit comme un idiot. Le cheval n'est pas intelligent. Le cheval est un animal instinctif, qui est un animal magnifique, mais il n'agit pas avec un raisonnement. Il ne construit pas un raisonnement. Et en fait, il n'y a pas cette relation verticale élève-professeur qu'on peut trouver justement à l'école, dans le système scolaire par exemple. Et je trouve que ça, vraiment, c'est une philosophie dont on devrait tous s'inspirer. Et je me suis dit que d'une certaine manière, bien, en fait, vous avez créé l'école dont vous avez toujours rêvé. Ça, c'est vrai. Félicitations pour ça, William. Non, je vous donne le point, vous avez parfaitement raison. J'ai créé l'école dont j'ai toujours rêvé. Et ça, c'est totalement vrai. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'intéresse de plus en plus au bien-être du cheval dans l'équitation, mais à l'époque, c'était pas encore vraiment, je dirais, dans les préoccupations communes. Une fois de plus, je trouve que vous avez été ultra visionnaire. Comment vous avez réussi à identifier qu'il y avait un vrai marché à prendre ? Alors, il y a deux choses. D'abord, j'aime les chevaux. Donc quand on aime les chevaux, on a envie de bien les traiter, parce que ça paraît assez cohérent. Ensuite, quand on regarde l'univers du cheval en France, il y a 1 million de chevaux, il y a 1 million de cavaliers. Bon. 80% de ces chevaux-là font ce que j'appelle du loisir. Et 20% font des choses beaucoup plus professionnelles. Donc l'essentiel de cette population et de ce marché est un marché qui est lié au loisir, donc à l'affectif. Le loisir, c'est la nature, c'est la retour aux sources, c'est la relation à l'animal. Et ce marché n'était pas servi parce que l'ensemble du marché est servi par des gens qui font du sport. Et mon objectif, c'était de faire évoluer les mœurs. Oui. C'était plutôt ça mon objectif, si vous voulez. Mais je ne pouvais pas faire évoluer les mœurs si je n'en faisais pas un business. D'accord. L'un ne va pas sans l'autre. Ouais, difficilement. C'est-à-dire si on avait fait tout ce qu'on a fait et que 25 personnes profitent ou voient de ce travail, ça ne sert à rien. J'aurais fait 25 heureux, mais je n'aurais pas changé, j'aurais pas influencé. Est-ce que c'est pas aussi votre âme d'entrepreneur qui vous a aussi poussé à en faire quand même une entreprise, toujours, quelque chose, quoi. Toujours, bien sûr. Être entrepreneur, c'est comme un défaut génétique. C'est comme une qualité. C'est quelque chose qu'on a en soi. Donc quand on regarde à quelque chose, on le regarde en tant qu'entrepreneur. Donc on commence à l'agrandir, à l'élargir, à le diffuser. Si on rentre dans l'éducation, on veut éduquer le maximum de gens. Si on produit quelque chose, on veut produire le maximum. Mais est-ce que c'est rentable aujourd'hui ? Est-ce que vous gagnez de l'argent avec la Cense ? Alors, c'est pas profitable au sens de gagner beaucoup d'argent, c'est économiquement équilibré. Ok. Donc vous pouvez avoir des équipes, prendre soin des chevaux, faire tourner en fait... On fait tourner, c'est un business, parce que je le gère comme un business, bien que j'ai une énorme affectif. On a 15 employés en France, et ça tourne très bien. En tout cas, pour préparer cet entretien, William, j'ai moi-même participé à un stage au Haras de la Cense. Avec grand plaisir. Il y a quelques semaines, je l'ai déjà fait. Vous l'avez fait ? Pour préparer cet entretien. Ah bah c'est sympa, j'espère qu'ils ont été gentils avec vous, parce que Ils ont été extrêmement gentils. Ils ont été extrêmement gentils, j'ai passé un agréable moment, vraiment toute une journée. Je dois dire que non seulement j'ai été subjuguée par la beauté des lieux, mais j'ai été aussi agréablement surprise par les enseignements.
et toutes les valeurs et la philosophie que vous prônez, on les retrouve vraiment en fait au Haras de la Sens. Donc c'est pas du tout du bullshit, c'est la réalité, vraiment. J'ai beaucoup apprécié, moi je suis une passionnée de cheval et justement je me forme et j'apprends vraiment tous les jours pour améliorer ma relation avec cet animal. J'en garde un excellent souvenir, mais j'ai quand même hâte de découvrir le Rancho Montana, parce que ça doit être quelque chose. Alors, c'est très différent. Le Rancho Montana, c'est d'abord un ranch d'élevage, c'est un ranch de bovins. Oui. C'est un territoire gigantesque, magnifique, semi-montagneux. Le ranch est à 1500 mètres et on monte jusqu'à 2008, avec des grandes parties d'hiver, des parties d'été. C'est un climat continental un peu rude, mais que j'aime bien. Et on est avant tout éleveur de bovins. Mais il y a quand même des chevaux. Ah bah bien sûr. D'abord qu'on ne peut pas travailler des vaches sans les chevaux. C'est vrai ? Bien sûr. Ah bah oui, forcément, oui. Parce qu'une vache, dans la montagne, elle a besoin d'être soignée, elle a besoin de ceci, elle a besoin de cela, elle a un veau, et on ne peut pas l'approcher autrement qu'avec un cheval. Il faut aller la chercher, il faut l'approcher. Oui, il faut l'attraper au lasso, etc. En tout cas, ça a l'air magnifique. Et moi, quand j'étais justement au Haras de la Sens, on m'a beaucoup parlé du Montana. Alors, je tiens quand même à préciser que j'ai payé ma place. C'est important de le préciser. Bravo. Donc, mes remarques sont totalement objectives. D'accord. Vraiment. C'est très sympa. Alors, l'école de la Sens envoie les étudiants français passer dans le Montana passer 3 mois pour débourrer des jeunes chevaux. Mais j'ai appris ça justement. Oui. Après, c'est des formations quand même qui sont assez professionnalisantes, donc il faut avoir. Totalement professionnalisantes. Voilà, c'est ça. Non, mais donc pour une personne lambda comme moi, par exemple, qui n'a pas forcément envie d'en faire un métier, du coup, on fait comment ? Alors, je vais être très honnête avec vous. J'ai plein d'invités qui viennent me voir au Montana, mais j'invite des gens que j'aime bien. Ok. Je n'ai pas d'activité économique. Il n'y a pas d'activité économique en tant que telle. Non, je ne suis pas un guest ranch, je n'ai pas d'activité économique. Et pourquoi ça ne vous intéresse pas de le faire, ça ? Alors, ça m'a beaucoup éveillé. Ça m'a beaucoup questionné au départ, parce qu'on m'a dit, oui, alors il faut faire des stages, il faut faire des trucs, etc. Et en réalité, le ranch est extrêmement authentique. C'est un grand territoire, avec des cow-boys, avec des vaches, avec des valeurs. Et à partir du moment où on a un invité chez soi, il s'adapte à la situation. Là, je vous invite, vous venez la semaine prochaine. Si on bouge des vaches, on vous met sur un cheval avec les cow-boys, vous allez bouger des vaches. Si on ne bouge pas de vaches, vous n'en bougerez pas. On ne vous sort pas 3 vaches du champ pour vous amuser. Donc on est dans une vie totalement réelle. Quand on a des touristes qui payent, ou des invités payants, il faut les satisfaire. Et d'un seul coup, le monde s'inverse. Ça veut dire que les invités sont là, il faut dire au cow-boy, bon, il y a 3 invités, il faut aller me chercher 5 vaches. En fait, vous voulez garder l'authenticité des rapports qu'on peut avoir avec les animaux. Et c'est important parce que, ça c'est mon côté écolo dans mon esprit, c'est qu'en fait, ça respecte le fonctionnement de la nature, mais du travail. Ouais. Il y a une adéquation entre animal, humain et nature. Et les 3 doivent vivre ensemble avec une adversité partielle et une symbiose le plus totale possible. Donc vous n'ouvrirez jamais votre ranch au grand public, en fait ? Non, ça ne m'intéresse pas et je ne souhaite pas le faire. Par contre, j'ai plein de chambres d'amis et j'invite des gens. Et puis je les dis, on suit ce qui se passe au ranch. Donc quand ils viennent, si c'est des naissances, on va avoir une naissance. On suit les activités réelles du ranch. En tout cas, je trouve que vous êtes cohérent avec, encore une fois, les valeurs que vous prenez, parce que je pense que, finalement, il y aurait beaucoup d'argent à faire avec cette activité, mais vous avez décidé de ne pas le faire. Je pense que c'est difficile de faire ça et de respecter totalement l'intégrité du territoire. C'est important de rester aligné avec ses convictions, en tout cas. Oui, et puis un cow-boy, c'est pas un type qui fait fortune, c'est un type qui travaille durement, des longues heures, dans des conditions climatiques difficiles, dans le vivant, et il n'est pas payé une fortune, il est payé au prix du marché, mais c'est pas grand-chose. Et tout ça est très très authentique, il y a une vraie sincérité. Ouais, je comprends. Et donc, je voulais protéger cette sincérité, si vous voulez. Ouais, je comprends encore mieux, justement, votre philosophie, votre état d'esprit. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est clairement dans cette tendance où les gens se soucient davantage du bien-être des animaux et cherchent à améliorer leur relation avec leur animal. Ça, c'est un fait. Et d'ailleurs, une récente étude montre que la jeune génération, en fait, elle est très impliquée. Et les gens sont de plus en plus nombreux à remettre en question toutes les pratiques qu'on peut voir dans les parcs animaliers, les zoos, etc. Et moi, personnellement, je ressens exactement la même chose vis-à-vis des centres équestres. Parce que j'en ai visité beaucoup, des centres équestres. Et
les conditions de vie des chevaux et des poneys sont absolument pitoyables, vraiment. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je refuse catégoriquement de m'inscrire dans un centre équestre, parce que je ne veux pas cautionner ça. Alors, on est d'accord pour dire que laisser un cheval dans un box toute la journée, c'est inacceptable. Alors, je vais être un peu plus subtil. Conceptuellement, un cheval, c'est fait pour vivre dehors. Mais après ça, il faut savoir ce que ça veut dire et définir un peu les choses. Est-ce qu'un cheval est fait pour vivre dans un box ? Non. Ça, c'est une évidence. Est-ce qu'il peut vivre dans un box de façon raisonnable ou satisfaisante s'il est sorti 3 heures par jour ? Déjà, ça répond oui, ou mieux. Ouais. Ensuite, s'il a un box muré où il n'y a pas de voisin, c'est non. S'il a des box ouverts où il est en contact avec le cheval d'à côté, c'est mieux. En fait, vous tempérez vraiment ce que je dis, tempère pas, je mets en avant. Oui, non, j'essaie d'être... Diplomate. Non, pas du tout. Non, alors, c'est pas mon truc. Mon truc, c'est d'être pragmatique. C'est-à-dire, si on enlève les chevaux des box et qu'on ferme la moitié des clubs hippiques en France, ça veut dire qu'on enlève à la moitié des cavaliers français l'accès au cheval. C'est ni bien ni mal, c'est un choix. Mais est-ce que c'est un choix moral ou est-ce que c'est un choix dictatorial ? Je vous laisse répondre à ça par vous-même. D'accord ? La deuxième réponse, c'est est-ce qu'il est acceptable qu'un cheval soit en boxe, qu'il ait des tics et qu'il soit monté 12 fois par jour pour faire un rond dans le manège ? Ma réponse est non. Est-ce qu'un cheval qui est en boxe serait mieux dans un paddock ? C'est une évidence. Est-ce qu'il serait mieux dans une prairie ? Oui, mais il n'a pas besoin d'avoir 100 hectares de prairie. Donc en fait, il faut mesurer tout ça de façon un peu plus prudente, parce que l'idée, c'est que le cheval est important dans la relation à l'homme, qu'il est un trait d'union avec la nature, et qu'il faut qu'il reste un trait d'union avec la nature. Et que les urbains, qui sont quand même des gros consommateurs, ont besoin de ce trait à la nature et ont besoin de l'animal. Et donc... C'est comment trouver l'équilibre justement entre les deux. Voilà, il faut faire évoluer les choses et continuer à les faire évoluer. Donc il faut que les codes de déontologie de l'habitat soient respectés, il faut que les codes de nourriture soient respectés. Un cheval, c'est fait pour manger du foin, ou enfin de l'herbe. C'est pas fait pour manger des granulés, je sais pas quoi. Bon, alors est-ce qu'un cheval qui mange quelques granulés, c'est mauvais ? Non. S'il a pas assez de fourrage, oui, ça va pas. D'ailleurs, j'ai appris quelque chose d'assez surprenant grâce à vous, William, c'est qu'on ne donne pas de carottes à un cheval. C'est pas bien en fait. Non, ça ne sert à rien. D'abord, c'est du sucre, il n'en a pas besoin. Moi, je savais pas. Je pensais non, justement sais, mais tout le monde fait ça. Ouais, tout le monde fait ça. Oui, et en fait, le cheval n'attend pas cette récompense-là. En fait, pourtant, ils apprécient. Si vous donnez, si vous habituez quelqu'un, un vivant, à un truc, c'est comme un tic, ça revient après. Ouais, c'est clair. Donc, il faut arrêter de donner des carottes aux chevaux. Je vais vous raconter une histoire marrante. J'étais au Montana, où on avait une troupe de chevaux dans une grande pâture. Et j'ai un de mes enfants qui vient avec un copain qui a 11 ans. Petit garçon très mignon, très gentil. Donc on arrive là-bas, etc. Et il me dit dans l'avion, j'ai amené des carottes. Je me dis, c'est vachement sympa. Donc on l'installe. Donc sur le coup, vous ne lui dites pas que vous n'aimez pas ça ? Bah non, okay. C'est un enfant, on dit on va rester sympa avec lui alors. Oui, alors il a ses carottes. Il se passe 2 jours, puis le 2e jour, moi j'ai oublié les carottes, et lui aussi, puis il me dit « Ah, j'ai oublié mes carottes, faut que j'aille donner aux chevaux. » Ah, je dis « Oui, parce qu'elles vont pourrir tes carottes. » On va tous les deux, on prend la voiture, je vais dans le champ, on sort de la voiture, on va à pied, puis on se rapproche des chevaux. Les chevaux viennent vers nous, naturellement. Bon, et le gamin commence à donner les carottes, il n'y en a pas un qui a voulu bouffer la carotte. Ah. Et il dit « Mais... » Grosse déception. Et il s'est mis à pleurer, il dit « Elles sont pas bonnes mes carottes. » Mais c'est dingue quand même de se dire qu'en fait les chevaux n'ont pas pris les carottes. Je lui dis, je vais t'expliquer un truc pas compliqué, c'est pas des lapins. Donne tes carottes aux lapins, ils seront contents. Les chevaux, ils mangent pas des carottes. Alors on leur donne quoi à la place ? Moi, je leur donne pas de trick de nourriture, jamais. Jamais. Donc herbe, foin. Alors l'herbe, c'est la base de la nourriture. Le foin, c'est de l'herbe séchée, donc c'est la même chose. Et après, s'il y a besoin de donner un minéral, on le donne bien entendu. Et s'il y a besoin d'un peu de complément énergétique, parce que le cheval travaille beaucoup, on le donne, mais ça s'arrête là. Même pas de pommes ? Non. C'est vrai ? Ouais. Moi, ça m'étonne beaucoup. Mais non, parce que quand vous avez un chien, vous éduquez un chien à la gueule, entre guillemets, ça veut dire avec des petits gâteaux, des petits trucs comme ça, ouais, d'accord ? Ouais. Le chien va faire une action pour la récompense. Ouais.
D'accord ? Le chien, c'est pas compliqué. Va chercher le journal, paf, vous lui donnez un truc quand il revient, il fait ça. Et ça s'éduque très très bien. Il suffit d'avoir un peu de discipline au départ. Quand il a compris le truc, il est ravi. Donc le chien, pour la bouffe, il se compromettra totalement sans état d'âme. Et le chien va manger sans faim. C'est-à-dire que vous laissez un chien dans un sac de bouffe comme ça, il va tout goinfrer, il ira dégueuler après. Un cheval ne fait pas ça. Un cheval, il va se nourrir de ce qu'il a besoin. Et donc, il ne va pas réagir. Alors, si vous l'éduquez, vous lui apprenez qu'il a une carotte après, qu'il est content, il va y venir, mais il n'a pas besoin de ça. D'accord, c'est pas un besoin fondamental. Non, donc mieux vaut éviter. Oui, ça ne sert à rien. Bah, écoutez, je vais vous dire un truc, William, qui va peut-être vous choquer. Mais récemment, j'ai croisé des jeunes filles dans un centre équestre, tenez-vous bien, hein, qui donnaient un cookie à des chevaux. Cookie au chocolat, je me souviens très bien. Moi, ça ne m'étonne pas, on voit plein de trucs comme ça. Alors, vous voyez où on en est quand même. Oui, mais ça, si vous voulez, c'est un peu... C'est le problème du rapport des gens aux animaux. Les gens ont un rapport très affectif aux animaux, ce que je trouve légitime. Mais un chien, un chat, une souris ou un cheval... C'est différent. C'est différent. C'est pas le même animal. Ben non. Ouais. Le chat, vous le gérez pas à la bouffe. Le chien, vous le gérez à la bouffe. Pour un beefsteak, le chien, il se compromet. Un chat, il se compromet pas. Le chat, il vous regarde, il dit je suis chez moi, je fais ce que je veux. Un cheval ne se compromet pas pour de la bouffe. Alors, vous pouvez lui apprendre, parce qu'on peut apprendre n'importe quoi à n'importe qui. Bah pourtant, on nous apprend justement qu'il faut récompenser par une petite sucrerie. Caressez-le. Pardon ? Faites une caresse. Non, ou parfois même avec une petite sucrerie, dès qu'il a fait quelque chose de bien dans l'exercice. C'est un truc que je ne suis pas d'accord. Un cheval a besoin d'être avec des congénères, a besoin d'être avec un homme, il a besoin d'avoir confiance dans son partenaire qui est l'homme. Et quand vous le caressez en récompense, ça marche très bien. Oui, c'est vrai, ça marche très bien. Donc, respectez l'animal en tant qu'animal et arrêtons de prendre les animaux pour nos petits doudous. Hein. Parce que c'est pas le cas. Voilà. Alors, c'est un peu rigolo parce qu'on est passé du cheval de guerre avec tout ce que ça adore. Oui, c'est vrai. Au cheval de compagnie. Ouais. Grosse évolution pour le cheval, là. Oui, c'est une belle évolution si elle est un peu gérée, ce qui est en train de se passer tout doucement. Oui. Alors, on l'a dit plus tôt dans notre entretien, à l'âge de 18 ans, vous vous êtes promis de réussir votre vie avant vos 40 ans. Aujourd'hui, vous avez quelques années de plus. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi votre vie ? Alors, la réponse est oui, mais avec une grande modestie. Oui, parce que j'ai influencé des aspects culturels. Et ça, pour moi, c'est une vraie signification. Oui, parce que l'ensemble de mes aventures d'entrepreneur ont été faites avec des hommes qui sont arrivés, partis, etc. Et que j'ai eu la capacité de partager avec eux et que je leur dois ma réussite. Et oui, parce que j'ai encore des grands projets. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous ? On retiendra ce qu'on veut. Alors là, je ne serai plus là pour le voir, donc ça n'a plus d'importance. C'est vrai ? Non, ce que j'ai... quand on écrit un livre, par exemple, c'est pour transmettre quelque chose, oui, pour laisser une trace. Oui, c'est pour transmettre un message d'optimisme. Ça veut dire que je suis parti dans une vie difficile, avec un fonctionnement mental de neurones un peu différent des autres. Ça ne m'a pas empêché de faire ce que je voulais. Donc il y a un vrai message d'optimisme que j'aime partager. Un message très fort. Je voulais partager ma vie avec mes enfants, et puis mes petits-enfants, parce que ils ont vécu plus ou moins des choses, mais ça devient une série d'anecdotes pour eux. Alors que là, d'un seul coup, ça prend une cohérence, si vous voulez. Donc, non, je trouvais que c'était bien et utile de formater tout ça, de l'écrire et de le rendre transmissible. Et quel est votre prochain gros projet, un projet sur lequel vous travaillez activement actuellement ? Alors, j'ai un gros projet dans l'énergie qui est de transformer les tuk-tuk. Les tuk-tuk, c'est des petits véhicules 3 roues, les petits taxis 3 roues en Inde. Donc, je me suis investi avec une famille indienne importante qui développe de convertir ces tuk-tuk avec des batteries et d'organiser tout un système d'échange de batteries dans les stations-service. D'accord. Il y a 22 millions de machines comme ça en Inde qui polluent terriblement et l'impact carbone et l'impact pollution bruit et pollution sonore et pollution odeur est potentiellement considérable. C'est un projet que vous implantez en Inde, on est d'accord. C'est un projet qui est en Inde, dans lequel je suis investisseur et actif dans la stratégie, mais pas dans l'exécution quotidienne.
D'accord. Donc, voilà, donc ça c'est des choses qui m'amusent, qui sont passionnantes parce que ça impacte la civilisation. Totalement. On vous réinvitera pour en parler justement. D'accord. Quand ce sera Et bien puis développé. dans le monde du cheval, je suis de plus en plus actif dans ce que je fais, mais je suis aussi de plus en plus actif et je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est le bien-être du cheval et la relation entre l'homme et le cheval sur le plan de la nature. En tout cas, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, c'est Oui, clair, c'est assez oui, complexe. absolument. Ouais. Alors, vous avez beaucoup d'admiration pour votre père. Est-ce que vous pensez qu'il serait fier de vous avec tout le parcours que vous avez réussi à construire ? Alors, je vais être honnête avec vous, je vais dire oui. Je vais dire oui, et en fait, j'ai eu la chance de rester très très proche avec mon père jusqu'à la fin de sa vie, et il était très content, très très heureux de ce que je faisais, donc c'était un grand élément de satisfaction pour moi. Et vous, est-ce que vous êtes fier de vos enfants ? Oui. Oui. Vous leur dites ? J'en sais rien. C'est une réponse déjà, ça. Peut-être à ma manière. Ok, ils l'entendront peut-être dans ce podcast. Merci beaucoup, William, d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. L'idée, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Ça dure seulement 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts ? Pourquoi pas ? Alors, c'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? Boire mon café. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Cyrulnik. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? Il y en a tellement, je ne pourrais pas vous le dire. Quel animal vous représente le mieux ? Le cheval. Selon vous, quel est l'endroit à absolument visiter dans le Montana ? Mon ranch. Bonne réponse. Si vous aviez 100 € et pas 1 euro de plus, dans quoi les investiriez-vous ? L'énergie. Si vous pouviez ajouter un livre dans les programmes scolaires de toutes les écoles du monde, lequel choisiriez-vous ? Je ne sais pas, mais ce sera un livre sur la vie. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? Je crois qu'on peut tout faire. Quelle est votre plus grande peur ? De mourir sans avoir finalisé ce que je voulais entreprendre. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer ? Au ranch, à la Sens. Et quel est le dernier documentaire ou film que vous avez regardé ? J'ai regardé il y a quelques jours le film de Yann Bertrand, Humaine. Que d'abord, Yann est un copain que j'aime beaucoup, et puis il est revenu sur moi, parce que je l'avais déjà vu, et du coup, j'ai regardé de nouveau et j'étais très content. Ouais, Human. Quel est votre plus grand regret ? J'en sais rien, j'ai pas de vrai regret. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? J'espère que c'est l'intégrité. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? Alors là, je sais pas, j'en ai tellement que je peux pas tout vous dire. Il en faut un quand même. Il en faut un ? Ouais. Vous êtes sûr ? Oui. Je sais pas du tout quoi vous dire. Peut-être le plus gros défaut ? Vous êtes un rêveur ? Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? Me mettre dans la tête un truc que j'aime. Merci beaucoup, William, d'avoir répondu à toutes mes questions et de vous être prêté au jeu des questions rafales. Alors ça va, ça s'est bien passé pour vous. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, c'est un entretien passionnant. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. Moi aussi. Et d'avoir pu vraiment partager avec les auditeurs du Manal Show votre parcours que je trouve remarquable. Merci beaucoup pour ce que vous faites avec la Sens. C'est un très très beau projet, vraiment. Je trouve que c'est un projet, un très bel accomplissement en fait dans une vie. En tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup de mon côté et ça m'aide à créer une meilleure relation avec le cheval. Si on veut en savoir davantage sur vous, sur tout ce que vous faites, où peut-on vous retrouver ? Alors, je suis pas tellement sur les réseaux sociaux, mais on peut me trouver sur mes websites lasens.com. Ou simplement se procurer votre livre À mon allure qui est paru aux éditions Actes Sud. Merci encore William Kriegel. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les 3 conseils à retenir de mon entretien avec William Kriegel. Conseil numéro 1, le temps est votre plus grand allié. Quand on écoute certains témoignages de personnes qui ont soi-disant réussi, on a l'impression que tout s'est fait rapidement, du jour au lendemain, comme par magie. Mais la réalité, c'est que les grands projets prennent du temps à se construire. La patience et la persévérance sont des facteurs clés de réussite.
Le parcours de William Kriegel en est l'exemple parfait, puisqu'il a mis près de 10 ans à concrétiser le projet La Sens. Alors que les affaires fonctionnaient plutôt bien pour lui, il continuait d'imaginer encore et encore son futur projet avec les chevaux, profitant de chaque moment de répit pour travailler dessus, et ça, c'est un détail qui ne m'a pas échappé. Alors, à chaque fois que vous traverserez un moment de doute, dites-vous que les plus belles choses se font désirer et que le temps est votre plus grand allié. Conseil numéro 2, devenir entrepreneur n'est pas un statut, c'est avant tout un état d'esprit. Dans le paysage entrepreneurial français, on voit souvent les mêmes profils, d'anciens étudiants en école de commerce qui critiquent aujourd'hui les écoles de commerce. Ils ont le même vocabulaire, la même langue de bois et les mêmes lunettes. Ceci dit, grâce à ce podcast, j'ai l'opportunité de rencontrer des personnes qui sortent des cases, ce qu'on appelle des outsiders, et c'est dans ces parcours atypiques que je puise mon inspiration. La grande leçon que je retiens, c'est que l'entrepreneuriat, c'est avant tout un état d'esprit. Les incubateurs, c'est bien, mais travailler sur le terrain, c'est mieux. Il ne faut pas avoir peur de se retrousser les manches pour faire un travail parfois difficile. Mais si vous avez le mindset, alors tout devient possible. Et enfin, conseil numéro 3, n'essayez pas d'expliquer la réussite d'un projet. Tout le monde essaye de le faire après coup en partageant des méthodes et des stratégies. Mais la réalité, c'est que personne ne sait que ça va vraiment fonctionner jusqu'au moment où ça fonctionne. Il n'y a pas de recette du succès. Chacun fait de son mieux. Et parfois, ça aboutit à des réussites phénoménales. Mais au final, tout est relatif car chacun a sa propre définition de la réussite. Le seul truc qui fonctionne vraiment, c'est de faire. Tester des choses, prendre des risques, échouer et recommencer. Ce qui pourrait vraiment faire la différence pour vous, c'est de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez été inspiré par le parcours remarquable de William Kriegel pour atteindre à votre tour votre idéal de vie. Vous pouvez également rejoindre notre groupe privé en vous inscrivant gratuitement sur le site lemanalshow.com pour recevoir tous les contenus exclusifs que je vous envoie chaque semaine. Je partage les meilleures ressources possibles pour développer nos connaissances et nos compétences dans plein de domaines différents. Mais attention, je sélectionne vraiment le meilleur pour éviter de vous faire perdre votre temps et de vous noyer dans un flux d'informations inutiles. Donc n'hésitez pas à rejoindre le club privé en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast ou en allant directement sur lemanalshow.com. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Moi, je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Ciao!